Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille, non. L'investiture, c'est le 20 janvier 2025 pour Trump. On voit qu'il fait des déclarations incendiaires sur le Mexique. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices à bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. C'est première émission non pour année 2025 là qui fait entrer. Nous souhaitons passer une bonne année, une année qui est capable de faire le monde faire un gros virage. Tout signal yo montré présidence Donald Trump dans États-Unis qui a commencé à partir de 20 janvier 2025 là, pas douce pour planète là. C'est plus gros événement qui a passé dans jour qui a venu après milliardaire américain te fin remporté élection présidentielle yo en novembre 2024 en face candidate démocrate là Kamala Harris. Trump déjà annoncé gros priorité lio, li gagné sous plusieurs territoires dans continent noir tant que Canada qui voisin canal Panama dans Amérique centrale territoire Groenland cette fois dans Antarctique. Li voyez message la guerre commerciale by principal gros rival États-Unis en particulier la Chine. Comment ça capable présenter pour région panouan Amérique latine et Caraïbes avec rivé Trump sous pouvoir? C'est principalement ça n'après dans numéro événement ça. Trump n'exclurait pas de récupérer le canal de Panama. Tant que Jean nous fait chaque année pour nous garder perspective en Amérique latine et Caraïbes, n'a convoqué compétence Christophe Ventura, spécialiste région pour Institut Relations internationales stratégiques. N'a ouais panorama général Amérique latine dans moment Trump a tourné sous pouvoir. Influence administration Trump plan capable développer sous région Amérique latine et Caraïbes n'a prêté sous cas certains pays en particulier tant que Cuba même gens avec Venezuela, Nicaragua, Cuba surtout qui est en gros crise et puis n'a parlé de Panama qui en bas loup prochain gouvernement américain.
Nan yon lot pati nan emisyon an, nap vini sou perspektive elektoral ki genyen nan au moins 5 pays pendant année an, donc agenda interne pa yo, Équateur, Bolivie, Argentine, Chili et Honduras. Y a pas les tout de élection qui a fait en Haïti, mais ça li poko clé. L'année 2025 qui rentre là, eh bien, c'est yon gros kafrou pour Amérique latine nan, yon région déjà qui gagne en pile difficulté, qui fait face à de gros défis le niveau socio-économique. L'Amérique latine est toujours confrontée à beaucoup de difficultés structurelles qui nous indiquent toujours aussi les évolutions politiques à venir. Ces difficultés, elles sont d'ordre économique et social, toujours, d'abord, à ce niveau-là, un peu partout. En deux mots, la région continue en fait d'expérimenter une période compliquée sur le plan économique partout. Ce sont des pays, aujourd'hui les pays américains, confrontés à des performances commerciales et économiques assez limitées, pas moroses, pas graves, moins graves que les années précédentes, lors des années 2010 ou de la crise du Covid. Mais en tout cas, les performances des économies américaines sont en deçà de ce qu'elles étaient il y a quelques années en arrière et en deçà de ce que sont les performances de l'économie internationale en général, elle-même assez taciturne. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est de savoir que si je mets de côté les pays en guerre ou en partie au Proche-Orient actuellement, dans les situations que nous connaissons, c'est en Amérique latine qu'on trouve les croissances les plus faibles de tout le monde émergent pris dans sa globalité. Ça, c'est une première chose, donc c'est un premier défi, et c'est dans ce contexte-là que la région va continuer de connaître, disons, une année politique assez intense, en particulier liée au fait qu'il va y avoir plusieurs élections importante en 2025 de nouveau dans cette région. Et donc c'est dans le contexte latino-américain ça, mais tout un contexte international qui gagne en pile tension la donne. Trump pral tourner sous pouvoir aux États-Unis et parole li pas là pour apaiser tension ça on a dit la guerre etc. mais surtout li semble vle ajouter sous ça gain déjà. Trump envisager frapper fort sous dossier immigration, surtout dans ça qui concerne moun k'ap soti dans ti pays yo, donc ou pays pa nou yo, et puis li vle barrer influence la Chine, Jean nous t'a dit, la Chine qui gagne une valeur partenaire dans région Amérique latine et Caraïbes lan tout, li vle avancer dans bataille contre trafic drogue là tout. On voit qu'il fait des déclarations incendiaires sur le Mexique, dont il considère qu'ils sont mauvais en tout, lutte contre l'immigration, lutte contre le narcotrafic, qu'il serait le cheval de Troie de la Chine qui passerait par le marché mexicain pour exporter ses produits vers les États-Unis. Donc on sent que Trump va vouloir taper très fort contre le Mexique, qui va vouloir mettre des droits de douane très importants. Il propose que le golfe du Mexique soit renommé le Golfe Amérique. C'est une provocation bien sûr sur la souveraineté mexicaine, ce pays qui a été amputé de la moitié de son territoire par les États-Unis au 19e siècle par voie de guerre d'annexion. D'ailleurs Claudia Sheinbaum a répondu à la bergère au berger en disant que si Trump voulait renommer le golfe du Mexique, elle a proposé de renommer une partie des États américains l'Amérique mexicaine. Enfin, on rentre dans une logique assez préoccupante, dont on verra si elle n'est qu'une rhétorique ou si elle va passer par des actes de la part des États-Unis. Monsieur Trump attend des Latino-Américains qu'ils s'exécutent sur ces exigences qui sont celles d'un arrêt ou d'une retenue des flux migratoires vers son pays, qu'il veut que les pays Latino-Américains soient plus efficaces selon ses critères et ses exigences en matière de politique de lutte contre le narcotrafic. Et puis, troisième sujet, Monsieur Trump
exigera des Latino-Américains, mais surtout des Caribéens et des Centra-Américains et Mexicains, justement une politique d'arrêt de coopération avec la Chine. Il exigera la même chose des pays sud-américains, mais c'est moins sûr qu'il y arrive parce que les pays sud-américains sont plus autonomes des États-Unis, mais c'est ce qu'il va exiger. Puis enfin, que fera-t-il avec les 3 pays adversaires idéologiques des États-Unis dans la région, Cuba, Venezuela et le Nicaragua? Est-ce qu'il aura une politique de pression maximale, de sanctions renforcées, déjà qu'elles sont très lourdes contre Cuba et le Venezuela? Ce sont les questions ouvertes. Aujourd'hui, l'entourage de Donald Trump est sur une ligne dure sur tous ces 3 pays-là, mais Trump ne s'est pas prononcé, et on sait que c'est lui qui décide et que son imprévisibilité est grande. Donc, tout est ouvert. N'apprêtez, je te promets tout, sous cas 2 pays en particulier qui capables de trouver face pour face avec géants américains, qu'aucune puissance américain. D'abord, Cuba, qui gagne gros difficultés économiques et sociales actuellement. Crise l'Assemblée, li frappé pays à fort en pile. Cuba, qui en bas embargo américain depuis plusieurs dizaines d'années, et c'est pas 2 ravages embargo ça a fait la société cubaine. Non? T'as capable de possibilité pour Trump serrer boulon Cuba pire si ça t'a fait. Qui sort cubain? La situation économique et sociale de Cuba est tout simplement, je crois qu'on peut dire, la pire depuis la révolution de 1959. Souvent, on dit que c'est la pire crise depuis l'effondrement de l'Union soviétique et la fin, disons, de la guerre froide. Ça, c'est sûr. C'est pire que ce qu'on a appelé à l'époque, dans les années 90, quand Fidel Castro était encore au pouvoir, ce qu'on appelle la période spéciale en temps de paix à Cuba, c'est-à-dire une énorme crise économique. Mais cette fois, celle-ci est encore pire parce que elle est une accumulation en fait de problèmes qui ont été très très largement accélérés et radicalisés, je puis dire, par à la fois, on va y revenir, l'accroissement de l'embargo américain depuis Donald Trump, mais que n'a pas remis en cause pour l'essentiel Joe Biden ensuite. Et puis aussi de l'épidémie de Covid-19 qui a été très douloureuse pour Cuba, pas tant sur le nombre de morts, il y en a eu bien sûr hélas, mais sur les conséquences de cette pandémie, sur en fait finalement la stratégie de relance économique qu'il y avait à l'époque Cuba et qui était trop essentiellement basée sur le secteur du tourisme. Et tout ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, Cuba vit effectivement une crise économique. On peut parler d'une déflagration ou d'un délitement de l'économie cubaine sans aucun doute. Mais est-ce que ça veut dire que Cuba va s'effondrer ? Ce n'est pas sûr parce que aujourd'hui le pouvoir politique, qui est un pouvoir politique et militaire, contrôle son territoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien si ce serait vraiment l'intérêt, y compris des États-Unis, que Cuba, à 145 km des côtes américaines, devienne un État failli, une sorte de nouveau Haïti, en quelque sorte, qui, disons, à la place du régime communiste laisserait un pays dans l'anarchie, livré à lui-même. Les expériences qui ont conduit parfois les Américains à mettre sur place des oppositions de l'extérieur pour diriger un pays, etc., ont souvent été des désastres, y compris les Américains et même les néoconservateurs le savent. On ne sait pas quel est le plan d'ailleurs des Américains pour Cuba s'il y a un changement de régime. On ne connaît pas le plan. Peut-être les Américains n'en tombent pas. Et c'est pour ça que peut-être leur intérêt, c'est pas vraiment que Cuba tombe complètement non plus. Donc on est plutôt dans un entre-deux. C'est pour ça que je ne parlerai pas d'effondrement. Tout peut arriver, bien sûr, et il est clair que du point de vue de la population, le mécontentement est majoritaire, ultra majoritaire. Il touche désormais toutes les catégories de la population, que ce soit les anciens qui ont connu la baie des cochons et la Révolution, ou la jeunesse qui ne l'a pas connue. Aujourd'hui, tout indique qu'il y a une vraie contestation qui est massive et qui s'étend en fait dans la population, qui est d'abord une contestation par rapport aux conditions de vie effroyables du quotidien pour les gens qui doivent faire la queue, qui n'ont plus l'électricité parfois 15 heures, 17 heures par jour, qui ont un mal fou à avoir un accès à des produits de base parce que le pays n'a plus de ressources pour les importer, etc. Et donc, ça, on voit bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que Cuba va s'effondrer? Je crois que personne ne peut le dire. Et même si aujourd'hui Trump va prendre le pouvoir avec ce bilan d'avoir été celui qui a aggravé les sanctions sur Cuba et contribué à ce qu'on décrit aujourd'hui, et si son entourage aussi, à commencer par son nouveau secrétaire d'État Marco Rubio, cubano-américain,
et pour le changement de régime et son entourage aussi. On ne sait pas quelle est la politique des États-Unis pour Cuba aujourd'hui. Probablement que la politique de Trump va être une politique de continuation, de continuité des sanctions. Il y a encore quelques sanctions qui sont possibles à mettre sur Cuba, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que Trump est sur une ligne de changement de régime avec un plan qui va avec. Et côté cubain, même si le pays est sous de multiples tensions, le pouvoir a le pouvoir. Donc je crois qu'on est dans un entre-deux. Sous Panama, Trump a annoncé intention claire. En gros, il pas concevoir pour États-Unis à payer pour utiliser canal Panama. Il pensait faut que États-Unis ait plus contrôle. Pour les Américains gain droit normal dans canal là. Li irrité tout pour Jean la Chine a utiliser canal là. Mais Panama fait connaît li pas vendre droit de Nestlé dans ça concerné canal là qui relève chemetresse. Mais Panama c'est un pays qui souffre plus dans région en bas débarquement américain. C'est très sensible, le Panama qui a connu tellement d'interventions américaines jusqu'en 1989, lorsque M. Noriega a été remercié de ses services à Washington par une invasion militaire. Bref, l'affaire du canal de Panama, où M. Trump dit que si les Panaméens ne baissent pas les prix des tarifs qui sont sur les bateaux qui passent par le couloir interocéanique, eh bien M. Trump n'exclurait pas de récupérer le canal de Panama, parce qu'il considère que les États-Unis, c'est eux qui l'ont construit, ce qui est vrai, d'ailleurs, après l'expérience ratée des Français avec Ferdinand de Lesseps entre 1903-4 et 14, c'est les Américains qui ont construit ce canal, mais il a retrouvé sa souveraineté panaméenne à partir de l'accord de 1977 qui était avec James Carter à l'époque. Bref, en tout cas, M. Trump a un discours qui s'apparente en tout cas à des velléités, des prétentions même hégémoniques et d'interventionnisme qui ne lui ressemblent pas, puisque c'est plutôt le fait de se désengager des terrains secondaires sur le plan militaire qui caractérise son discours en général. Est-ce que c'est des paroles pour avoir un deal, disons, sur le passage pour les bateaux? Est-ce que réellement il a les intentions territoriales sur Panama? On verra, mais c'est ces questions-là que nous devrons suivre au cours des prochains mois de cette année 2025. Nan niveau interne, au niveau Amérique latine, nan genyen plusieurs grands rendez-vous en 2025. Rendez-vous électoral en Équateur, en Bolivie, en Argentine, au Chili, dans Honduras et peut-être tout en Haïti. Ça t'a doué même bagaille pour Haïti en effet, mais rien pas certain. Élection qui est pour fait en Amérique latine, capable fait quatre la rebat dans quelques pays. On commence avec Équateur qui dans une situation critique à cause violence et trafic drogue. La première élection qui va nous intéresser en Amérique latine cette année, sur laquelle nous reviendrons bien sûr dans ces chroniques, c'est en Équateur que ça va se passer. Ça commencera le 9 février, c'est la date de l'élection. Il y aura peut-être un deuxième tour pour la présidentielle le 13 avril, s'il y a un deuxième tour pour cette élection. Le 9 février, on aura des élections générales, donc présidence et aussi le Parlement. Et puis au-delà de ça, l'ensemble des autres institutions du pays. C'est important, pourquoi ? Parce que l'Équateur, pays sud-américain andin, revient assez régulièrement désormais dans l'actualité internationale par le biais de la question du narcotrafic, hélas, de la criminalité organisée. L'Équateur est devenu un des pays les plus violents d'Amérique latine. Il est arrivé en tête des statistiques de violence dans la région depuis un an ou deux, parce que l'Équateur est devenu une sorte de nouvelle Colombie en fait de l'Amérique du Sud, dans le sens où c'est devenu un peu la plaque tournante des cartels, du narcotrafic, en particulier d'ailleurs vers l'Europe, puisque l'essentiel des exportations de drogue et de cocaïne en particulier sont destinées depuis l'Équateur au marché européen, avec toutes les
problématiques qu'on connaît autour de ce sujet désormais en France, mais plus largement en Europe. C'est un pays qui sous-traite pour les cartels mexicains l'industrie de la cocaïne aujourd'hui, et donc ce pays est revenu beaucoup ces derniers temps dans l'actualité de ce fait, et dans ce cadre-là, le président, le jeune Daniel Noboa de la droite équatorienne s'impose aujourd'hui un peu sur le modèle de monsieur Bukele au Salvador comme disons une tentative de réponse de la main dure, avec une ligne de plus en plus dure sur l'affrontement au cartel, sur la guerre contre les narcotrafiquants, avec tout un tas de problématiques là aussi. La première d'entre elles, le fait que nulle part ça n'a fonctionné, nulle part, et qu'aujourd'hui l'Équateur peu à peu rentre dans cette logique qui est celle qu'a connue le Mexique avant lui ou la Colombie, et donc c'est le troisième pays aujourd'hui qui est confronté à tout cela de manière aussi intense, et donc on parle d'une mexicanisation de l'Équateur pour la partie où on rentre dans une guerre de l'État contre le narcotrafic, et de colombinisation du pays par rapport au fait qu'il devient complètement, disons, rongé par le narco. Alors, l'élection qui va s'y passer sera donc très importante. Il faut savoir que dans le cadre de sa politique, M. Noboa souhaite un changement de la constitution équatorienne pour que cette dernière permette la réouverture de bases militaires étrangères sur son territoire. Bien sûr, l'idée de M. Noboa, c'est de permettre la venue sur son territoire des forces armées et des bases dans les bases de l'armée américaine. C'est son idée, c'est qu'il veut une coopération sécuritaire affirmée auprès des États-Unis et en particulier de Donald Trump, désormais élu, pour que l'Équateur redevienne une sorte de base sécuritaire américaine dans la région au nom de la lutte contre le narco et la criminalité organisée. Ça, c'est un gros enjeu, bien sûr, parce qu'on sait que la politique contre le narco, la coopération anti-drogue est souvent, pour les États-Unis, un moyen d'avoir un biais d'influence plus général sur le plan géopolitique dans la région latino-américaine. Donc c'est un enjeu de la période pour l'Équateur. Reste à savoir si monsieur Trump souhaitera avoir une politique comme ça d'expansion ou de présence dans la région. C'est une question ouverte qui n'a pas de réponse à l'heure actuelle. L'autre pays côté élection Abgen Poufet, c'est Bolivie. Crise politique et économique l'en papiti en Bolivie. Ça se passera dans le deuxième semestre, fin août, le 17 août pour être précis, élection en Bolivie, avec un deuxième tour là aussi qui pourrait arriver en octobre, pour un deuxième tour éventuel. Pays en crise économique la plus profonde que la Bolivie ait connue depuis le début des années 2000, c'est maintenant que c'est en train d'arriver. Une crise politique terrible puisque à la tête de l'État se déchire l'ancien président Evo Morales et l'actuel Luis Arce, qui fut à l'époque où Morales était président, son ministre des Finances et de l'Économie. Aujourd'hui, c'est une guerre fratricide qui les oppose en Bolivie, avec tout un tas de rebondissements quasiment hebdomadaires. Et cette guerre fratricide pourrait, s'ils n'arrivaient pas à s'entendre, s'ils partaient tous les deux en campagne, ou s'il n'y avait pas une entente pour un candidat de leur camp unique, pourrait favoriser finalement, là aussi, une victoire de la droite dure bolivienne. C'est un des enjeux dans le pays qui connaît cette crise économique très profonde, mais qui est le pays qui dispose, avec le Chili et l'Argentine, des plus grandes réserves au monde de lithium, ce qui n'est pas sans intéresser les États-Unis, encore une fois, et en particulier un certain Elon Musk, dans ses fonctions à la fois de ministre, de membre du gouvernement de l'administration Trump, mais aussi, comme nous savons, homme le plus riche de la planète, avec Tesla, Starlink, etc., où le lithium, pour lui, c'est évidemment fondamental. Donc tout ça, il faudra le suivre très attentivement, cette élection bolivienne. En Argentine, président Javier Milei, extrême droite, pral gen gros défi pour lever, parce que pral gen élection pour parlement dans pays Argentine, li ka trouvé que jouet là difficile pour lui. En octobre, le 26 pour être précis, des élections législatives très importantes pour Javier Milei. Ce sera un test pour lui puisque Javier Milei n'a aucune majorité au Congrès. Il dépend d'une alliance avec la droite de monsieur Mauricio Macri, l'ancien président de 2015 à 2019. Et est-ce que monsieur Milei va consolider son pouvoir, être capable que son parti Libertad Avanza, Liberté Avance puisse disons lui donner une majorité réelle ou pas, ou est-ce qu'il y aura un recul
du poids politique de Milei dans quelques mois, au gré de ces politiques d'austérité qu'il administre de manière à la tronçonneuse, comme il dit, actuellement en Argentine, ce sera à suivre cette année avec ce point de chute que seront les élections législatives en Argentine. Dans Chili, l'autre pays Amérique du Sud, dans finissement anéant, c'est élection générale cette fois. La gauche qui sous pouvoir kounye pral gen défi tout devant, est-ce que la droite pral retourner sous pouvoir au Chili? Une élection aussi très importante, des élections générales, présidentielles, législatives, etc. Enfin, législatives et présidentielles, qui se passeront en novembre et en décembre s'il y a un deuxième tour, le 16 novembre pour le premier et éventuellement le 14 décembre pour le deuxième. Le Gabriel Boric, 4 ans à la tête du pays, le plus jeune président d'Amérique latine de gauche, arrive au terme de son mandat, il ne pourra pas se représenter. Là aussi, les questions sont ouvertes. Le Chili, qui est une économie qui a des difficultés, mais qui elle aussi est assise sur un trésor, le lithium, qui essaye de rajouter à sa filière cuivre le lithium comme, disons, filière stratégique de son économie. Pays qui aujourd'hui tente de nouer des relations à la fois avec les États-Unis, à la fois avec la Chine. Donc là, le pays va être en élection. Monsieur Boric ne se représentera pas. Est-ce que la gauche, la coalition centre-gauche au pouvoir, va pouvoir le conserver? Question ouverte. Alors que elle a plutôt perdu du terrain face à la droite et à l'extrême droite, mais surtout à la droite modérée, traditionnelle tout du moins, qui aujourd'hui reprend des couleurs dans le paysage et a repris du terrain sur l'extrême droite de monsieur José Antonio Cast, mais rien n'est joué et on verra si le Chili peut rester au centre-gauche ou si l'extrême droite ou la droite de type Milei ou Bolsonaro pour l'extrême droite de monsieur Cast ou droite traditionnelle l'emporteront. C'est ce que nous donnerons à voir ces élections. Et puis, dernier pays pour nous garder, côté pral gen élection, c'est Honduras, pays Amérique centrale, lui-même qui plein problème parle tout. Fin novembre, élection au Honduras, là aussi pays centra-américain très déstabilisé, soumis à beaucoup de pression liées au narco, au crime organisé, à la corruption et aussi aux États-Unis. Est-ce que là aussi la gauche restera au pouvoir de Madame Ximena Castro? C'est une question ouverte. Donc on voit que partout en Amérique latine il va y avoir des scénarios qui vont nous dire quelque chose de la situation géopolitique et qui nous diront les équilibres politiques à la fin de l'année 2025 qui pourraient être différents de ceux de 2024. Voilà, c'est comme ça, Panorama Amérique latine, Caraïbe là, présenté dans moment côté Trump pral retourner sous pouvoir aux États-Unis, c'est deuxième mandat milliardaire là qui remportait élection qui était faite en novembre 2024 yo haut la main, monsieur fait des annonces qui fait le monde tremblé. N'a fini magazine événement ça sous Alter Radio et principale source nous t'ai consulté pour magazine c'est Iris International. Merci pour attention nous fait tout bon souhait pour année 2025 là encore. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Comment nous y? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash. Sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter